conscience culturelle. Ok, bonjour les amis, c'est Pascal Tréfinguier. On est à Recreio dos Bandeirantes, à Rio de Janeiro. Vous avez la belle île de Recreio qui est ici. On remercie à nouveau l'hôtel C-Design. Alors, c'est un hôtel 5 étoiles ici qui est situé sur la plage de Recreio dos Bandeirantes. On dit merci à son gérant de nous avoir donné des conditions particulières, de nous autoriser à réaliser un live depuis une chambre panoramique. Voilà. Donc, regardez cette superbe vue que vous avez de la terrasse de la chambre. Hein. On est vraiment ici dans un lieu extrêmement beau. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des circuits de conscience supérieure, le circuit socio-culturel en particulier. C'est le lama Prulbo qui va enchaîner. Donc, je vais faire le naïf. Et puis, bien évidemment, on va se retrouver juste après pour la conclusion. Mais je vais laisser le lama et pendant ce temps-là, je vais vaquer à mes occupations. Lama, aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Alors, aujourd'hui, c'est socio-culturel. Aujourd'hui, c'est socio-culturel, c'est des drogues sociales qui amènent aux drogues dures, c'est ça? Voilà. Ok, bah alors je vais vous laisser ma place et c'est vous qui allez faire le show. Voilà. Okay. Merci Pascal. Alors, bonjour à tous. Alors, merci d'être là, présent pour ce live. Alors, je vais mettre des écouteurs parce qu'il y a du vent aujourd'hui pour que vous m'entendiez bien. Ça sera mieux avec. Alors, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un retour que vous entendez bien, que l'écouteur fonctionne, s'il vous plaît? S'il y a du monde. 5 personnes. Ok, bon, aujourd'hui, je vais vous parler du circuit de conscience socio-sexuelle et de la conscience culturelle. Alors, juste une... Voilà. Alors, la dernière fois, on a parlé des circuits de conscience, des 8 circuits de conscience au niveau terrestre, les 3 premiers. Alors, je vais ressortir mon dossier que j'ai imprimé pour vous montrer les schémas. Voilà. Je suis venu avec toute la mallette de papier parce que je ne suis pas dans mes habitudes de venir ici. C'est assez intéressant. Et je vais vous parler de ce circuit de conscience 4 qui reprend les 3 premiers. Ah, bonjour Gwen, avec plaisir de te voir. Donc je vois qu'il y a au moins quelqu'un qui me fait un retour. Ah, Gwen, est-ce que tu peux me dire si tu entends bien, s'il te plaît? Vu que c'est pas tout le temps que les écouteurs fonctionnent. Donc je ne vois pas non plus de dire on t'entend pas. Donc aujourd'hui, ce circuit de conscience 4, le circuit dit socio-sexuel, la dernière fois, je vous ai montré. Oui, parfait, merci. Voilà. Alors, ces schémas, la dernière fois, on a vu les 3 premiers du circuit terrestre. Aujourd'hui, on voit le 4e. Avec, vous pouvez voir aussi 4 circuits dits supérieurs de conscience supraterrestre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du circuit 4. Alors pour me présenter, pour ceux qui ne savent pas qui je suis, voilà, je suis thérapeute ici au Brésil, dans le collectif qu'on a mis en place avec le projet de temple bouddhiste. Je suis moine bouddhiste aussi, dans la lignée que Pascal met en place ici au Brésil. Moi, j'ai une expérience personnelle par rapport au chamanisme et des problèmes que j'ai pu avoir de santé dans ma vie liés aux drogues. Ceux qui suivent dans ce live, le 4e de la série, ont déjà eu un bon passage de certains parcours de ma vie, donc ils connaissent mieux, de mieux en mieux qui je suis, qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que je propose. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ce circuit 4, un circuit socio-sexuel, et aussi de conscience culturelle, que je vais reprendre un peu, remettre le 4. C'est cet enseignement qui s'appelle les 8 circuits de conscience ont été écrits par Timothy Leary dans les années 70-80. J'ai plus la date exacte, mais c'est un Français qui a repris les écrits de Timothy Leary qui s'appelle Laurent Gueli, qui est un chaman français qui parle de chamanisme cybernétique, qui fait partie de l'association de Michael Horner à remettre en action le chamanisme d'une façon traditionnelle par rapport à des néo-chamanismes qui dénaturent un peu la tradition.
Et voilà, ce sont des personnes qui font un travail en pleine conscience de remettre en place les traditions, en tout cas la conscience de la tradition. Et Laurent Guéli, en fait, c'est plus qu'un chaman, c'est un yogi aussi, qui a eu des enseignements à travers le vipassana, donc à travers le bouddhisme. Donc ça me parle beaucoup, en tout cas, c'est son point de vue qu'il apporte sur la vie. En tout cas, ce point de vue des 8 circuits de conscience, qui sont pour moi une façon d'appréhender la gnose traditionnelle. Moi qui suis alchimiste opératif, qui a eu des enseignements de la tradition gnostique, autant au travers de l'univers de la tradition chrétienne, des alchimistes chrétiens, mais aussi au travers de l'islam, en ayant rencontré un soufi, aussi au travers mon expérience par le côté judaïque, avec les lettres hébraïques et toute cette recherche profonde au travers la gnose traditionnelle qui vient de l'Égypte antique. Donc au travers de mon expérience de vie et ces rencontres de différents maîtres, j'ai eu un certain parcours. Donc des problèmes avec la drogue très jeune, on a eu des problèmes au niveau relationnel personnel, au niveau familial, au niveau de ma perception du monde et de ma façon de le fuir. Voilà, donc j'ai utilisé différentes substances qui m'ont détruit la santé, qui m'ont détruit voilà aussi ma vision d'une vie saine, de la vie et de la tradition que j'ai rejetée en bloc au début. Donc je vois Marie-Josée, bonjour à toi, merci d'être là. Je suis arrivé en fait à un certain niveau de ma vie à me remettre beaucoup en question après des grandes maladies à 17 ans où j'ai quitté un peu le monde ordinaire pour me rentrer en connexion avec une réalité non ordinaire, mais n'étant pas préparé. On m'a emmené à l'hôpital, je fumais du cannabis à cette époque. Les médecins ont conclu que c'était des bouffées de délire schizophrène, bouffées délirantes, tendance paranoïde. Donc, les médecins ont donné leur avis. C'était une forme de boîte pour rassurer le système dans laquelle il fallait me caser. Moi, à 17 ans, peut-être brûlé punk à l'époque. Je vivais en banlieue parisienne, entouré de skateurs, de la cité, où j'achetais ma résine à la cité. Je vivais une forme de dépression dans le collectif qui vit lui-même une dépression, le collectif. Donc j'utilisais différents exutoires pour être plus heureux, des drogues, des paradis artificiels. Voltaire, il en parle bien dans ses écrits, des paradis artificiels. Bonjour Corneau. Et donc après avoir utilisé ces paradis artificiels et tombé dans une forme de maladie mentale, et m'être sorti après de mes problèmes mentaux à 17 ans, je suis entré dans la marine. Donc dans la marine nationale, j'ai eu un cadre bien précis avec des repères, une directive, des personnes qui me guidaient. Et ça m'a permis d'avoir une meilleure santé et une meilleure hygiène de vie avec, en tout cas, une structure. À 21 ans, avec les responsabilités, je me suis remis un peu à fumer pour gérer le stress du cannabis. Et puis ça a été crescendo, j'ai géré mon stress de cette façon et j'ai fini par faire un burn-out. Donc là, c'était 2 mois à l'hôpital. Et ces 2 mois à l'hôpital m'ont permis de vraiment poser des questions. C'est quoi la vie? C'est quoi cette réalité non ordinaire que j'ai captée à 17 ans? Et que là, à 22 ans, que j'ai vraiment capté beaucoup plus puissamment parce que j'avais fait différentes expériences dans des free parties de mes 16 ans jusqu'à mes 21 ans en étant dans la marine. Et ce qui fait qu'avec ces différentes substances que j'ai testées, j'ai ouvert différentes fenêtres. Et ces fenêtres que j'ai ouvertes, je ne savais pas que dans l'invisible, il se passe des choses et que ça peut vraiment rendre fou, on peut se faire posséder. Donc, à l'hôpital, on m'a recadré avec des substances dites neuroleptiques et anxiolytiques. Ça m'a fait descendre sur Terre. Donc, je vois qu'Andrew, tu dis que le cannabis, c'est un antidépresseur. Ça permet peut-être dans un certain sens de lâcher la pression. Mais en même temps, c'est une des plantes les plus puissantes au niveau chamanique qui peut mettre dans une grande illusion et ne pas donner la force et la puissance de se sortir de ces glues inconscientes en fait.
Et ça, c'est grâce à la gnose, grâce à différentes traditions, comme la tradition chrétienne ou la médecine chinoise. J'ai été accompagné par différents maîtres, différents magiciens, entre guillemets, à me sortir de cette glu et de cette inconscience. Et cette inconscience, on la vit tous les jours, cette inconscience, parce que le système ne nous emmène pas vers la conscience, il nous emmène à être en forme de stase. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé Ulysse 21. Moi, c'est un des dessins animés qui me berçait de mon enfance. Vous voyez tous des gens dans ce dessin animé allongés dans des capsules, dans un vaisseau spatial. Alors, il y avait Nono le robot, il y avait, je ne sais plus, différents personnages, des héros du dessin animé. Et pour moi, ce dessin animé, ça représentait une prise de conscience que j'avais eue dans ce rêve hallucinatoire à 21 ans. C'est au fil de mes méditations comme ça, de yogi. Je me suis dit, dans mon hallucination, quand j'avais 21 ans, voilà, j'étais un être amphibien dans une autre réalité. Je rêvais cette vie. C'est-à-dire, cette vie, pour moi, était qu'une illusion. Je pouvais faire ce que je voulais, un salto arrière devant le médecin, ou en tout cas, je n'avais pas peur de mourir à ce moment-là. Donc, on m'a mis des camisoles chimiques pour ma sécurité. Et dans ce dessin animé, on voit des gens qui sont tous en stase. Tu poses cette question, Pedro. C'est dans mes méditations, je me suis dit, tiens, ce délire psychotique que j'avais eu dans mes bouffées délirantes, j'étais un être amphibien en stase, comme dans ce dessin animé Ulysse 21, comme les aborigènes d'Australie qui disent, nous vivons le temps du rêve dans cette réalité. Donc eux, ils ont fini par quitter l'Australie, virés par les Anglais, les colonialistes, parce qu'ils disaient, voilà, c'est qu'un rêve, on va quitter ce rêve et vous débrouillez dans cette réalité, nous on vit sous notre plan de conscience. D'ailleurs, dans La Belle Verte, on les voit, ils communiquent par télépathie. C'est un film, c'est un autre film qui montre un exemple d'un point de vue. Et c'est pour dire que dans ce délire, c'est une image, comme dans le film Matrix, où ils sont tous dans des capsules, ils nourrissent la matrice. Et dans la méditation, dans tous ces films que j'ai pu voir, comme dans ce film Jupiter Ascending, qui est un autre film des frères Wachowski, on parle beaucoup de « nous sommes une nourriture pour les dieux », ou « nous sommes une nourriture pour des êtres de l'astral ». Dans Matrix, c'est la ville des machines, nous sommes des êtres, de la bioénergie pour la machine qui n'a plus de ressources autres que les êtres humains pour avancer. Et au fil de mes expériences comme ça de psychonaute avec les drogues, j'ai pris conscience de cet astral, avec comme des voyages chamaniques de rêve lucide, au travers ces 8 circuits de conscience, qu'on pouvait nourrir différentes zones de cet astral en fait, tant qu'on ne s'éveillait pas. Et qu'en fait, tant qu'on n'a pas pris conscience de qui nous sommes en réalité, nous sommes peut-être debout physiquement, mais notre corps énergétique, notre conscience, elle est endormie comme la belle au bois dormant. Elle n'est pas ancrée dans le corps physique, elle est en stase. Comme dans ce dessin animé, Ulysse 21, où ils sont tous en stase en attendant qu'ils trouvent une planète, qu'ils trouvent un leader, en tout cas pour les réveiller à vivre sur cette planète. Donc il y a différents films, il y a Neo dans Matrix, il y a aussi Dark City. Dark City, quelqu'un qui s'éveille, son troisième œil, il prend conscience qu'il est dans une forme de ville extraterrestre où tous les jours il reconditionne la machine. La réalité, où tout le monde est un peu reconditionné. Jupiter Ascending aussi, il en parle de ce côté reconditionnement de la réalité. Les extraterrestres sont derrière. Et voilà, donc tout ça, c'est des points de vue de mes méditations et des films que j'ai pu voir. Et ce graphique des 8 circuits de conscience, au niveau du 4e circuit, aujourd'hui, on va parler du circuit socio-sexuel et de la conscience culturelle. Alors, excusez-moi, j'ai perdu la feuille, c'est peut-être envolé. C'est pas grave, j'avais pris des petites notes, mais je vais faire. Ah non, elle est là. Non, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc avec les notes, ça va être plus simple. Le 4e, en fait, c'est un peu une résultante des 3 premiers circuits. Alors, au début, on a vu le circuit racine, c'est cette conscience vitale, c'est le côté survie, le côté péchu, animal. Donc le côté besoin de dormir, besoin de manger, une grotte pour se protéger.
Donc voilà, tout ça, c'est la conscience vitale racine, c'est l'instinct de survie. Donc une fois que ça s'est basé, bien cadré, cet instinct de survie, il nous donne une énergie. C'est le hara, le potentiel vital pour avancer. Où on avance, nous avançons dans le monde. On a vu le deuxième circuit. Le deuxième circuit, c'est le circuit politico-territorial. J'ai dit qu'on avançait dans le monde avec nos émotions. Quand on est enfant, on avance de 0 à 7 ans un peu avec cette conscience du monde invisible, de la réalité non ordinaire. Quand on arrive au-delà de 7 ans, ces œillères commencent à s'ouvrir. On voit plus la réalité physique, mais on voit moins la réalité invisible. Donc on quitte l'imaginaire, on va être confronté à des peurs. Quand on est enfant, on a le lit qui apparaît, le monstre qui apparaît sous le lit, comme dans Monstres et compagnie. Différentes peurs pour se confronter au monde émotionnel. Donc la mère va nous rassurer, le père va nous ramener un peu dans cette rassurance aussi du monde extérieur. La mère va nous rassurer dans le monde intérieur, des émotions, des sentiments. Et donc on commence à explorer ce circuit politico-territorial. Donc moi je parlais de ce circuit politico-territorial au niveau du niveau de la naissance, de l'enfance, et après quand on passe à l'âge adulte, on va rentrer dans le monde actif, de la civilisation, du système. Donc après, quand on arrive à un haut degré de cette conscience politico-territoriale, on peut rentrer dans la politique avec plus de subtilité. Et là, on va rentrer dans un circuit dit plus intellectuel. Moi, je vous en ai parlé. C'est la conscience dite plus conceptuelle, en fait. On va utiliser notre intelligence pour évoluer dans le monde. Donc une intelligence de calcul, d'analyse. Voilà, quand on est quelqu'un qui a fait des hautes études dans la politique, hautes études pour diriger une entreprise internationale, c'est Sciences Po, en tout cas quand on sort de ces hautes études. Nous avons une conscience du circuit psychique un peu plus élaboré. Donc je parlais des circuits supérieurs qui sont en lien avec les circuits inférieurs. Et voilà, on peut rentrer dans une forme de pouvoir sur la réalité, sur notre réalité du monde matériel qui terrestre, et être totalement, se servir intuitivement des circuits célestes, supraterrestres, et écraser notre monde terrestre, avoir du pouvoir sur les autres. Donc un système pyramidal où on marche sur la tête des autres, et on ne va pas essayer de tendre la main en réalité d'en bas, avec humilité, ne pas oublier d'où on vient. On vient du monde populaire, en tout cas. Puis il y en a, ils partent directement du haut dans la pyramide. Ça, c'est des lignées familiales. Moi, je ne suis pas parti de là. J'ai eu la chance d'avoir une bonne famille consciente des traditions chrétiennes. Mais après, j'ai fait mon parcours avec différentes personnes, comme dans la marine, avec l'institution des hautes sphères du côté des officiers, donc j'ai pu graviter dans ce monde-là, comme dans le monde des artistes, avec des personnalités du monde artistique, quand j'étais dans le monde du cirque. Donc tout ça, c'est le gratin, c'est assez intéressant d'y vivre avec. Pardon de l'expression, j'ai une expression peut-être d'un langage courant, populaire. J'ai appris d'ailleurs à avoir différents langages. Ici au Brésil, j'apprends différents langages d'ailleurs. Et il y a un langage imagé qu'on appelle la langue des oiseaux. Ça, c'est la langue des alchimistes. Je vais l'employer différemment. C'est un langage pour partager des images. C'est pour ça que j'aime bien parler des films et des séries. Tout ça, ça me permet de véhiculer des façons de voir la vie. C'est quoi le langage des oiseaux? Je vous donne un exemple. Par exemple, au lion d'or. Un hôtel avait marqué au lion d'or. Il y a un lion en or. Au Moyen-Âge, on mettait ça comme image pour parler que ici c'est un hôtel, au lit on dort, ce jeu de mots en fait. Et dans ce jeu de mots, les jeux de mots, on peut entendre aussi un jeu d'esprit, une langue subtile, la langue des oiseaux, une langue qui est volatile, qui a du spiritus en elle, qu'on peut voir plusieurs sens dans les mots. Comme ce lion d'or, au lit on dort, comme des lunettes, dans le mot lunette, on peut entendre lunette, lire avec netté. C'est une langue où on peut cacher des sens dans des mots.
Et dans ce circuit intellectuel, on peut prendre conscience d'une strate intellectuelle pour se servir du système pour gagner sa vie, en tout cas, gagner de l'argent, mais pas forcément être conscience de la réalité dite non ordinaire au travers d'une subtilité du langage et de la science dite de la gnose au-delà des apparences. Excusez-moi, il faut que je branche l'ordinateur parce qu'il n'a plus de batterie, il est en train de mourir. Et il n'est pas branché. Je reviens tout de suite. Voilà, il restait plus de 5%. Je profite pour boire un peu. Ok, poser des questions en même temps. Bonjour Franck. Alors, j'en étais à... je parlais de cette conscience intellectuelle où on peut s'en servir pour écraser les autres. On peut utiliser la ruse, où on peut utiliser notre intelligence pour aider les autres à s'élever. Soit un enfant, on l'éduque, on l'enferme dans une boîte. Il y en a, ils disent on fait des diamants, c'est sous la pression qu'on fait les diamants, qu'on transforme le carbone en diamant. Moi, je préfère la pédagogie, des fois mettre un peu de stress, mais une forme de pédagogie plus comme les plantes, donner de l'amour à la plante pour qu'elle s'élève. Donc j'ai été animateur en école de cirque. J'ai vu que j'apprenais mieux aux enfants, en racontant des histoires drôles et en les faisant rigoler, en leur faisant imaginer des choses pour se renforcer musculairement, trouver leur équilibre, trouver leur imagination, leur imaginaire. Voilà, faire fleurir tout ça et qu'à la fin, au bout d'un cursus de 8 années d'école de cirque, ils deviennent des ados après à rentrer en école pro et devenir des artistes reconnus dans le monde artistique. Donc il y a différentes façons de pédagogie de faire évoluer. Dans ce circuit intellectuel, on peut utiliser la ruse ou la haute intelligence, voire la gnose pour s'émanciper du monde matériel, de ces circuits terrestres. Une fois que ce circuit intellectuel il est mis en place, qu'on a bien pris conscience des bases et qu'on s'en sert avec intelligence, on va évoluer dans ce monde dit de la conscience culturelle. Donc, je parlais du circuit artistique, conscience culturelle. On va avoir une culture dans différentes sociétés. La culture française est différente de la culture africaine, comme la culture d'Amérique du Sud, ou la culture de Chine, ou la culture de Russie. Donc, j'ai un peu voyagé, j'étais dans la marine avant, j'ai pu voir quelques cultures. Ces cultures qui ont certains points de vue différents, avec une structure de fond. Souvent, c'est la gnose qui est derrière toutes les cultures. Une gnose adaptée à une tradition liée à l'ADN d'un peuple, mais aussi à une énergie d'un lieu qui correspond. L'ADN est en syntonie avec l'énergie du lieu. Ça s'étudie. J'ai fait des études d'ailleurs avec un alchimiste opératif soufi qui était biologiste aussi il travaillait au niveau de l'ADN et au niveau des glandes endocrines, mais aussi au niveau de la conscience cérébrale. Il était spécialiste dans toutes les parties de l'être. D'ailleurs, il fait très peu de parler de lui parce qu'il veut rester discret. Donc c'était un alchimiste pour moi, ce que j'ai pris conscience au travers de mes études d'alchimiste, un alchimiste de la voie royale et qui faisait des recherches sur le sang. Voilà, il y en a qui cherchent à faire la pierre en soi par la voie royale. Alors, il y avait des mages noirs qui cherchaient à faire la pierre philosophale par le sang, la pierre de sang. Je pensais à Barbe Bleue, je crois que c'était ça son nom. Il tuait beaucoup de gens pour récupérer son sang. C'était vraiment de la magie noire. Par rapport à l'alchimie traditionnelle, où on va chercher la pierre philosophale au travers de la voie métallique. La voie métallique, là, c'est beaucoup plus noble. C'est assez explosif d'ailleurs. Où je pense à Hildegard de Bingen. Excuse-moi, elle est morte, mais je lui défends peut-être des fois les mots ou les noms. Il faut m'excuser, je suis pas totalement des fois juste dans l'orthographe de mes propos. D'ailleurs, quand j'écris, je fais des fautes.
Et en fait, il y a aussi l'alchimie de la voie végétale, de trouver cette pierre philosophale au travers les plantes. Donc, c'est différentes voies qui permettent de s'épurer la conscience, en tout cas, et de trouver ce juste milieu, cette incarnation de la haute conscience dans le corps physique, dans la réalité de tous les jours. Et ce circuit socio-sexuel, ce quatrième circuit, qui est une conscience culturelle, est lié en fait aussi avec le huitième circuit. Je vais venir vous en parler, qui est la conscience dite du circuit créateur. Donc, je vous parlais de mes problèmes de santé, mes délires aussi que j'ai eu très jeune, mais aussi des images où j'ai appris que c'était pas forcément que des délires, que le système voulait me dire que j'étais quelqu'un de schizophrène. Mais j'ai rencontré aussi des chamans. J'ai rencontré un médecin de la médecine chinoise traditionnelle, qui m'a initié après chez les Rose-Croix de la Mort. C'était une expérience à vivre, j'en suis sorti. Mais il m'a permis de rencontrer des druides. Il était franc-maçon lui-même, donc avec un cercle druidique et franc-maçon plutôt juste à l'époque, mais que j'ai voulu quitter aussi en tant que yogi. Et puis petit à petit, au travers la gnose du bouddhisme, où j'ai commencé à prendre conscience de toutes ces traditions, de ces cultures du monde, en étant marin aussi, marin dans l'âme, à voyager intérieurement. Qu'il y a souvent cette structure de base, et qu'on évolue dans le monde au travers de ces consciences culturelles, et aussi dit le circuit socio-sexuel, avec des drogues dites mondaines, comme des alcools, des cocktails, mais aussi des drogues mondaines qu'on utilise, malheureusement la cocaïne, pour avoir l'esprit clair, mais aussi le café que tout le monde boit tous les jours, le chocolat, qui est comment dire, qui est utilisé comme ça d'une façon anodine, et qu'à la base, ici en Amérique du Sud, comme le tabac, c'est des plantes sacrées. Et ces plantes sacrées, ils rigolent pas avec ces plantes en fait. Il y a une initiation. Ils l'utilisent pas pour le petit-déj, ils l'utilisent pas forcément pour le côté récréatif social, ou le côté être en cercle de parole autour d'une tasse de café, autour de petits gâteaux. Non, en fait, c'est des plantes sacrées où normalement il y a un état de conscience avant de l'utiliser. Le chocolat, en fait, en Amérique du Sud, les Mayas, les Incas l'utilisaient, c'était l'élixir des dieux, ils l'appelaient. C'est du cacao cru, qui était travaillé avec de la plante du piment. Donc des plantes qui ont des potentiels énergétiques et qui vont faire un travail sur le circuit énergétique subtil du corps subtil, mais aussi des plantes avec une conscience du spiritus. Ça, en alchimie, je vais venir souvent parler de spiritus. Le spiritus, l'esprit, c'est ce qui est en lien avec la matière, le monde matériel. C'est ce qu'on veut vous mettre là, maintenant, ici et maintenant, avec des vidéos, avec des échanges. C'est l'esprit, mettre de l'esprit dans la matière, dans la carne. La chair, elle a besoin de spiritus, parce que si la chair n'a pas d'esprit, elle finit sans conscience. Et c'est malheureux, mais à notre époque, nous arrivons à... Moi, j'ai vécu beaucoup d'émotions quand j'étais à l'hôpital. Je prenais beaucoup conscience à 21 ans que l'humanité était en train de partir dans le trou, parce que j'étais en train de m'éveiller, en fait. J'ai vécu des montées Kundalini quand j'étais à l'hôpital à 21 ans. L'énergie qui monte dans la colonne vertébrale et qui fait relever la tête comme ça, tellement que c'est puissant, que ça traverse la gorge, le cœur et la colonne vertébrale. Et on m'a mis des camisoles chimiques parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils m'ont mis des injections de neuroleptiques pour me faire descendre. J'ai vu des montées de Kundalini comme ça, très puissantes. Et j'en ai régulièrement. Ça fait partie de ma vie, mais on peut les maîtriser en tant que yogi. Et ça permet de vivre sans manger, par exemple, de vivre de la prière constante de grâce, quand on dit de prana. Ça permet d'avoir une claire lucidité, ça permet d'avoir une claire audience. Ça permet d'avoir les outils qu'il faut pour avancer dans ce monde en pleine conscience. On peut se faire illusionner aussi dans la tradition indienne, on parle de siddhi. Les siddhis, c'est les pouvoirs. Les yogis peuvent avoir des capacités supranaturelles, supraconscientes, qui peuvent aider les autres
à s'éveiller, ou qui peut aussi détourner. Il y a certains yogis qui deviennent des fakirs. Et les fakirs, ils utilisent leur siddhi pour faire de l'argent dans la rue, ou pour être des embobineurs voilà, face à des grandes foules. Il y a les, la politique, les démagogues. La démagogie, c'est quoi? C'est utiliser le verbe, le langage pour briller et hypnotiser une masse. C'est ce qui se passe avec la masse du monde en stase. La plupart des personnes qui ne veulent pas prendre leur propre pouvoir le délèguent à des systèmes extérieurs. Et ces systèmes extérieurs dirigent un système et voilà, énergétiquement, la plupart des personnes, malheureusement, sont dans cette forme de stase. Ce qui fait que quand la plupart des personnes vont être mis face à eux-mêmes de s'éveiller des choix, des carrefours de réalité, je vois dans ce circuit socio-sexuel, je reviens au circuit 4, soit j'ai le potentiel, au bout d'un moment, quand je prends conscience que j'ai papillonné à droite à gauche, moi c'est mon expérience personnelle, avec différentes compagnes, j'ai eu plein de relations, j'ai utilisé de mon charme, de mon côté séducteur, avec les arts du cirque, les arts de rue, mon côté un peu beau parleur. Alors, j'ai eu plein de relations, ça m'a permis d'avoir plein d'expériences au niveau sexuel, mais au bout d'un moment, j'arrivais pas à construire mon couple, j'arrivais pas à construire une vie saine. Ma première amoureuse, je voulais faire ma vie avec, mais j'étais pas prêt, elle n'était pas prête à 17 ans. C'était les rêves, plan sur la comète, l'amour pur aussi. Et puis ça s'est effondré parce que j'étais pas guidé non plus par ma famille, à avoir une conscience claire, une famille perturbée par le système, avec plusieurs divorces du côté de mon père, ma mère, pareil, qui avait du mal à trouver une stabilité, maintenant qui arrive à la trouver. Mon père, pas forcément, il vit sa vie. Là, je vous parle de ma vie personnelle, mais c'est important parce que je le vis d'une certaine façon, où ça m'a permis d'en prendre conscience des émotions, ou en tout cas que j'ai vécu. J'ai vécu beaucoup de souffrance et de tristesse. N'étant pas assez bien guidé par ma famille, j'ai cherché des familles extérieures. Donc des familles comme des projets, avec des familles New Age, des familles gnostiques, des familles de différents bords, de chamans. Voilà, à l'heure actuelle, cette famille que j'ai, avec qui je vis des choses, c'est une famille spirituelle intérieure. Voilà. Là, je vis une connexion profonde à l'intérieur qui vous permet de vous dire des choses. Et cette connexion profonde, je prends certains systèmes extérieurs pour vous parler de ce que je vis à l'intérieur aussi. Et ce circuit socio-sexuel, mon expérience, comme d'autres personnes doivent le faire, on fait des expériences de rencontre, on vit des expériences au niveau de la sexualité, et on vit l'amour, comme on peut dire, au niveau social, qui peut être l'amour, j'ai oublié les termes, il y a philia, il y a agapé, c'est des hautes phases d'amour, éros, voilà, on vit éros, l'érotisme. Donc Eros, on va le vivre comme ça dans le circuit socio-sexuel, dans la conscience culturelle, on se balade dans le monde avec notre couleur culturelle, et on va rentrer dans des jeux de séduction. Et dans ces circuits de base, moi j'ai fait souvent face à une forme de magie rouge. La magie rouge, ça va être les femmes qui vont être prises par le système de l'image, L'Oréal, il y a des différentes marques, il ne faut pas que je dise des marques, c'est important, mais il y a différentes façons de voir la sexualité qui ont été transposées par le système dénaturé, qui n'est plus dans la conscience, je dirais, tantrique traditionnelle comme on a en Inde, ou comme on avait ici avant, en fait, dans notre tradition chrétienne. Il y avait le côté romantisme, j'ai oublié les termes, Pascal les aura peut-être, et dans la Renaissance, ça me reviendra peut-être. On avait une forme d'alchimie, en tout cas l'alchimie du couple, où la femme prend ce feu du ciel. Dans la tradition des alchimistes, on parle
le féminin sacré, la Shakti en Inde, prend le feu du ciel. Elle le récupère, elle prend le potentiel en elle dans le foyer. Elle reste dans le foyer, d'ailleurs, traditionnellement. Elle le donne aux enfants. Et le mari vient de l'extérieur. Il vient de l'extérieur chasser le mammouth, par exemple, à l'époque préhistorique, et il ramène dans la grotte, quoi, dans le foyer. Et cette femme, voilà, toute cette force spirituelle qu'elle a, ce spiritus, ses émotions, ses sentiments canalisés, elle va le retransmettre à ses enfants, puis à son compagnon qui, lui, a besoin de tendresse, d'écoute. Et le compagnon, il va prendre ce feu du ciel et il va le remettre dans la terre, dans la materia prima. Et ce masculin, lui, son rôle, il est à l'extérieur. Il emmène l'enfant dans le monde extérieur de 7 ans, à partir de 11 ans, dans le monde extérieur. Et il va mettre ce feu du ciel dans la matière. C'est la tradition. Sauf que, voilà, la vision New Age, la vision un peu... Pascal vous en a beaucoup parlé. Moi, je l'ai vécu aussi dans mes recherches. Elena Blavatsky, tout ce côté un peu New Age, comme la Morque, les Rose Croix de la Morque, dans laquelle j'en ai fait partie. On me proposait de faire des méditations, projeter ma conscience dans une pyramide imaginaire, d'imaginer mon prof de chez moi qui m'initiait dans mon salon. Proposer d'imaginer plein de délires comme ça. Et moi, dans mon côté yogi méditatif, qui commençait à vivre de prana et de prière, dans ma prière personnelle, intérieure, je voyais qu'on me proposait des choses d'imaginaire, d'astral, qui étaient plus en lien avec la magie noire. C'était pas lié à la réalité que je vivais dans ma conscience méditative à un haut degré. Donc j'ai quitté les Rose Croix de la Morque, j'ai quitté au bout d'un moment mes délires de séducteur, et puis j'ai commencé à vouloir faire ma vie concrètement, à avoir une vie de couple, à construire une vie familiale. Et là, à 30 ans, j'ai commencé à vouloir vivre ce côté-là. Et ça marchait pas. Ça marchait pas. Jusqu'à 33 ans, j'ai vécu un enfer de mes 30 ans à 33 ans, une descente en enfer pour comprendre ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, jusqu'à ces 33 ans, qu'est-ce que j'avais vécu inconsciemment. Et là, c'était levé de voile sur levé de voile. Je me suis dit, mais comment j'ai été envers le monde? C'était horrible. J'étais quelqu'un de dur, j'étais quelqu'un de triste, j'étais quelqu'un qui utilisait des drogues, qui me mentait à moi-même. J'avais des grandes souffrances intérieures, j'en ai pleuré. À 21 ans déjà, quand j'étais à l'hôpital, j'ai beaucoup pleuré pour vider des choses. Je ne comprenais pas ce que je vivais. Moi qui suis très sensible. Et là, j'ai fait face à des choses pas très belles, des relations avec qui je vivais à cette époque. J'ai dû m'en dégager naturellement parce que je prenais conscience. Mais j'ai failli mourir plus d'une fois. Je suis mort d'une façon initiatique plus d'une fois. Et je suis rentré dans une phase de renaissance. Ce phénix, ce scorpion qui renaît. Et je regarde un peu ce que vous dites. Le français s'y prête particulièrement, le langage des oiseaux. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Candron. La femme, c'est le pilier. Ouais, Marie-Josée, c'est vraiment le pilier du foyer, le féminin sacré. La Shakti, elle est en lien avec la Shakti suprême dans le shivaïsme, dans le tantrisme en tout cas sacré. Ce couple alchimiste, cet équilibre féminin-masculin, il va venir en puissance dans la tradition, de respecter la tradition. Un couple qui est en lien avec la tradition, avec un prêtre, ou un thérapeute, un chaman, il va être à l'écoute au bout d'un moment de la voix subtile, ce que Dieu leur demande. Au travers une tierce personne qui sera en lien avec la gnose et avec déjà un éveil profond. Et quand il va commencer, en fait, je pense à ce circuit socio-sexuel, c'est que souvent on répète des schémas, on quitte un couple pour en former un autre, mais on ne veut pas s'éveiller, on a du mal. Quand le couple il est guidé par la gnose et la tradition, il va apprendre le pardon. Il va quitter la conscience de l'amour d'éros, change de partenaire sans arrêt, et va commencer à rentrer dans un amour diffus filia. Et l'amour filia, cette conscience socio-sexuelle, elle va s'épurer, elle va devenir plus pure. Et ce côté filia, c'est quoi? C'est que quand l'autre, on ne l'aime plus forcément, parce que d'un moment, l'autre, on ne l'aime plus forcément avec passion dans le corps, ou d'un moment, l'autre, on va avoir un autre amour.
on peut toujours avoir la passion pour l'autre, mais ça va plus être le côté à se brûler les ailes. Ça va être un amour où on va ça va nous demander de faire des concessions. Ça va être un amour plus pur qui va monter là. Et cet amour filia, il est plus lié à la tradition, à la gnose. On va apprendre à aimer l'autre tel qu'il est dans son entièreté. Et là, j'ai commencé à prendre conscience à 33 ans de cet amour filia, d'aimer l'autre en profondeur tel qu'il est, au travers ses travers. Et puis l'autre, même s'il m'accuse, il vide son sac, je suis là et je suis fort et je reçois. Et j'ai pas été totalement fort tout le temps. J'ai rencontré la mère de ma fille à 33 ans. Et des fois, son stress, sa peur, je lui ai renvoyé parce que je pouvais pas tout prendre en charge. Comme elle ne pouvait pas tout prendre en charge, et pas parfait. On n'avait pas une tierce personne de la gnose qui nous permettait de nous aider à nous dépasser au travers ces mémoires qui remontaient, parce qu'on a tous les deux des mémoires, du matériel psychique, du subconscient qui remonte. Quand on est juste avec soi dans la gnose, quand on est juste avec soi dans un couple alchimiste, on a du matériel psychique, des mémoires qui remontent. Et pour éviter de se prendre la tête, normalement, on aurait dû avoir une tierce personne. On ne l'a pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et notre enfant est arrivé, on avait choisi d'être parents, mais en même temps d'être un couple initiateur pour les autres. Elle avait son vécu, moi aussi. On avait la capacité d'être un couple initiateur, ensemble, d'avancer ensemble. On a quand même choisi, c'était trop dur de vivre ensemble, on a quand même choisi que c'était plus facile, entre guillemets, de vivre chacun de notre côté. Donc elle est restée en France, je suis venu au Brésil. Voilà. Et ça, c'est toute l'écoute intérieure que j'ai eue et l'écoute intérieure qu'elle a eue, et on avance comme ça, de cette façon. J'en ai souffert, comme de différentes façons, différents couples, j'en ai souffert. Et j'en souffre encore. Et cette souffrance me donne une force. Parce que le souffle, en alchimie, la souffrance, on peut entendre aussi souffle en soi. Le souffle, c'est quoi? C'est l'émotion. Dans l'alchimie, c'est l'agitation. L'alchimiste, c'est là pour libérer son agitation de la matière et se libérer lui-même de son agitation. Donc, pour se libérer de son agitation, l'alchimiste, il va faire un travail avec la gnose, la tradition. Il va prier constamment dans sa vie. Il va remercier Dieu. Il va demander pardon pour ses erreurs. Il va reconnaître qu'il est faible. Il va reconnaître qu'il a une grandeur en lui, mais qu'il n'arrive pas à l'exprimer, qu'il n'arrive pas à la vivre. Comme on dit, la chair est faible. Personne n'est parfait. Mais il va faire l'effort en reconnaissant qu'il doit se transformer. C'est le pénétrant, celui qui pénètre dans la voie de la sagesse, dans la voie traditionnelle. En tout cas, moi, dans l'alchimie traditionnelle, on m'a demandé d'un moment à un autre de mettre le genou à terre avec humilité et d'accepter mes fautes, d'accepter qui je suis en réalité dans mon entièreté. Voilà, je suis... des fois, je peux me mettre en colère, des fois, je ne suis pas juste. Des fois, je peux être triste, comme des fois, je peux être joyeux. Des fois, je peux être... j'ai le cafard, comme des fois, je peux être exalté, extatique. Et des fois, il faut que j'accepte de lâcher prise aussi de ces états émotionnels que je cherche à vivre, ou de ces repères que je veux garder. Donc, c'est cette conscience socio-sexuelle, elle s'épure petit à petit, elle devient plus juste dans la société, dans la culture, quand on fait ce travail traditionnel. Si on ne veut pas le faire, ce travail traditionnel, qu'est-ce qu'il arrive souvent? Si on n'a pas ce féminin sacré qui fait le pilier en soi, qui nous aide à avancer dans le couple, si la femme ne prend pas conscience qu'elle doit, entre guillemets, traditionnellement prendre en charge les émotions potentielles de l'homme, l'homme peut rentrer en pouvoir dans le monde. Moi, souvent, j'ai entendu dire, je remercierai toujours, et je remercie encore la mère de ma fille qui est chrétienne et qui a une grande force spirituelle à ce niveau-là, et aussi en tant qu'un potentiel au niveau de chaman, qui m'a aidé beaucoup en tant que prendre conscience de cette conscience chamanique. C'est pas anodin que je sois arrivé ici au Brésil. Elle m'a beaucoup parlé du Brésil et en tout cas de l'Amérique du Sud. J'ai déjà mis les pieds ici en Amérique du Sud, ça m'a permis d'avoir confiance d'y revenir. Et c'est pour vous dire que ce côté filial, l'amour filial,
on peut le vivre voilà, dans le couple que quand l'autre est vraiment prêt à le vivre. Voilà. Et c'est pas tout le temps qu'un des deux, les deux en même temps soient vraiment prêts. Je vous parlerai d'un couple qui est reconnu chez les alchimistes, c'est Nicolas Flamel et Dame Pernelle. Tout le monde connaît Nicolas Flamel dans la Harry Potter. Harry Potter, on voit avec sa pierre philosophale, dans la chimie traditionnelle, ce couple est un référent. Il y a la tour Saint-Jacques à Paris. Il y avait l'église Saint-Jacques avant qu'il reste que la tour, qui est un haut lieu de l'alchimiste, comme dit Pascal. Il y a différents lieux comme ça d'alchimistes. La maison de Nicolas Flamel existe toujours, d'ailleurs, dans les beaux quartiers de Paris. Où j'invite à aller la voir. Il y a plein comme ça d'endroits qui représentent ce couple alchimiste. Ce couple alchimiste, voilà, c'est ce côté circuit socio-sexuel, conscience culturelle. Soit on reste dans l'amour éros, et on recommence la boucle, le jour sans fin. On repart dans la machine. Jusqu'à ce qu'on s'éveille, on prenne conscience que la tradition est là pour nous aider et qu'on forme un couple alchimiste juste, avec un prêtre au milieu qui nous éveille, qui nous permet de rentrer dans la voie de l'éveil. Quand on rentre dans l'amour filia, et cet amour filia il se transforme en amour agapé. L'amour agapé, c'est quoi? C'est l'amour juste. C'est des termes que j'emploie, ça vient de la Grèce antique en fait. Et cet amour agapé, c'est l'amour, une forme d'amour inconditionnel. C'est pas j'aime tout le monde comme les bisounours, je vois pas les erreurs de tout le monde. Non, c'est que j'accepte l'autre tel qu'il est en fait dans son entièreté. C'est le côté véritable des thérapeutes et des éveillés. C'est je prends l'autre tel qu'il est. Le thérapeute, il prend en charge les problèmes de l'autre entièrement parce qu'il a ses problèmes aussi à prendre en charge. Un bon thérapeute, normalement, il a un thérapeute qui l'aide. Moi, j'ai mon ami magicien qui m'aide. J'ai un ami magicien qui m'aide à avancer sur ma voie. Je suis pas tout seul. Nous sommes nombreux à s'entraider comme ça et nous avançons ensemble traditionnellement. Et c'est pour dire que cet amour agapé, il va nous aider à avancer dans le monde matériel qui peut être dense et lourd et des fois lié aux bases astrales et à des émotions lourdes à gérer, comme la jalousie, la colère, la rancœur, toutes ces émotions, ça dans le fond. Et quand on y fait face, au bout d'un moment, avec ces mémoires qui s'éveillent, ça nous demande d'être centré. Et ce centrage, on le vit en prenant conscience dans le pardon. Et ce pardon, c'est quand on fait face avec humilité à notre orgueil, notre arrogance, au travers souvent notre compagne qui nous recadre les étiquettes, qui nous tire les oreilles, fait « t'as été comme ça avec un tel dans la famille, avec les enfants, tu devrais être plus juste. » Donc soit on écoute, soit on n'écoute pas. Quand on écoute, c'est là que dans l'homme, il s'éveille un potentiel plus juste. Et souvent on dit que derrière un grand homme, c'est la mère de ma fille qui me disait, souvent il y a une grande femme dans l'homme. Je pense à Churchill, derrière, si on regarde le film Churchill, on voit la puissance de sa femme derrière. Il y a aussi le discours d'un roi, le roi d'Angleterre qui bégayait, c'était un bec, il n'arrivait pas à parler. On voit la puissance derrière de sa femme qui l'aide à affronter ses problèmes avec son thérapeute et pareil, qui se fait recaler dans son orgueil, son arrogance et sa femme le soutient. Et ça, c'est la Shakti. C'est là tout le potentiel du féminin qui s'éveille dans un prêtre, dans un moine, un yogi solitaire dans sa grotte. Il prend conscience de cette Shakti suprême, de ce cosmos qui est là dans la nature. Et dans la nature, il va s'éveiller à son côté Shiva. Le Shiva vraiment porteur, créateur, et pas non destructeur. Et il va s'éveiller et se transmuter de cette réalité. Disparaître. Le but de la chimie, c'est pas de faire de l'or, c'est de transmuter l'or en lumière. Donc le yogi qui est réalisé, il fait un corps de lumière. Dans le bouddhisme, on parle du Bouddha qui peut faire un corps de lumière et qui disparaît dans un nuage d'arc-en-ciel. Et il y a certaines légendes comme ça de yogis. Je pense à Babaji de la lignée du Kriya Yoga. Je pense à
à Krishnamacharya. Pour moi, c'était un éveillé qui fait partie de la lignée de l'Ashtanga Yoga, dans laquelle j'ai beaucoup reçu. Et puis là, je reçois beaucoup encore aussi de cette lignée des Bouddhas éveillés, au travers ce Bouddha Amitabha qui m'apprend encore tous les jours. De la compassion, parce que c'est pas anodin que je suis tourné vers ce Bouddha aussi à Amitabha, parce que je développe en moi la compassion. J'ai eu un flux de conscience dans le passé pas très net. Ce côté circuit de conscience inférieure, j'ai bien été le voir dans le fond. Le côté des prêtres scorpions, ça a fait partie d'un flux de conscience bien passé. Donc je connais bien ce système sombre, parce que c'est des mémoires que j'ai dans le fond, que j'ai pures dans cette vie. C'est pour ça que je choisis d'être moine, que je choisis d'être thérapeute, parce que ça me permet d'aider un maximum de personnes à s'éveiller, à prendre conscience de ce fond et de se libérer de ces fonds, en fait. Pour être heureux. Il est temps de lâcher prise un peu de la rancœur, de la jalousie, de toujours attaquer l'autre, l'attaquer en disant c'est de sa faute. Non, l'autre c'est un miroir de nous et il est là pour nous réveiller quelque chose au fond de nous-mêmes. Personne n'est juste sur Terre, c'est le monde de la dualité. Nous avons tous des choses à apprendre. Donc ce circuit 4 socio-sexuel, ce qu'on a à apprendre, c'est à passer d'une sexualité dite basique, instinctive, des circuits inférieurs, pour se brancher dans le circuit de conscience supérieure. Donc, ce circuit de conscience supérieure, on fait un grand saut. Et les plantes chamaniques, pour y aller, souvent, ça va être le cannabis. Donc, le cannabis, moi, j'ai fumé beaucoup. À une époque, ça m'a permis de triper. Avec mes amis, je tripais. Je voyais loin, au-delà de ma souffrance qui me maintient dans la cité, quand je vivais en banlieue parisienne, des souffrances collectives qu'on pouvait vivre. On s'échappait de notre délire au skatepark, on s'échappait de notre délire à l'internat, parce que j'étais à l'internat à l'époque. Je vivais des rigolades, des bons moments, et puis après, on vivait des confrontations dans le monde de la dureté, la loi de la jungle de la cité, la loi de la jungle du système de la banlieue parisienne. Dans le lycée professionnel où j'étais, qui était un LEP, où dernièrement, il y a eu un meurtre dans le lycée où j'étais, dans la ville où j'étais. Donc j'étais dans une banlieue assez dure. Et j'ai vécu aussi ce côté, j'ai vécu le côté mondain, mais j'ai vécu aussi bien dans le fond, dans le monde populaire. Ouais, à l'époque, quand j'allais acheter mes baraques de shit à la cité, quand j'étais au lycée, et à un moment, il y a eu la BAC qui est arrivée, la BAC française, et puis je me suis pris un magnum sur la tempe. Elle fait bouge plus, ou je te bute. Ça, c'est la BAC. Donc, moi, j'étais comme ça intérieurement. Je me suis chié dessus, littéralement. J'ai mon sphincter qui s'est ouvert et j'avais rien à déféquer. Mais j'ai vécu cette expression pour prendre la fuite. Mon animal, mon corps physique a cru qu'il allait mourir. J'étais après sur le mur avec tous les jugés, les dealers de la cité. Ils ont cru que j'étais le grand fournisseur parce que j'étais propre sur moi. Et ça, c'était le côté, à l'époque, quand je vivais en banlieue parisienne, au lycée professionnel. J'ai vécu cette grande peur et j'ai vécu cette grande violence du système et de la BAC à me prendre un gun sur la tempe, à me dire t'es un grand criminel, quoi. Bouge plus ou je te bute. Voilà le côté de l'État français à l'époque où j'y étais. C'était je vous parle de ça, c'était au lycée, c'était en 2004. Maintenant, moi je dis rien sur maintenant. Pascal, il s'en charge. Pascal est un très bon pédagogue pour en parler, et moi je préfère vous parler des 8 circuits de conscience. J'ai pas ce côté guerrier, moi je pose des armes dans cette vie. J'ai le côté guerrier pour faire face aux mémoires des autres, mais face au système, c'est pas mon rôle. Mon rôle, moi, c'est juste d'aider les êtres humains à s'éveiller à leur mémoire et à les aider à s'en sortir. Je suis un yogi, mais aussi un moine, et aussi un chaman qui va être plus en lien avec la nature. Le côté guerrier du système à œuvrer pour l'instant, moi, je ne le fais pas. Pour l'instant, j'ai pas le sentiment que j'ai besoin de le faire.
C'est pour ça que je vous parle en recul et je vous parle de mon expérience, de ce circuit socio-sexuel, de mon expérience et de mon éveil de cette sexualité dite plutôt sacrée, au travers du tantrisme. Et ce tantrisme, dans la tradition indienne, cette Shakti suprême, j'en ai pris beaucoup conscience au travers de mes méditations. Et puis le cannabis, c'est une plante féminine, l'esprit est très féminin, séducteur, peut nous empêcher de nous éveiller en réalité. C'est une plante de pouvoir dans le chamanisme, comme l'ayahuasca ici en Amérique du Sud, le peyote au Mexique, ou je pense à l'iboga en Afrique. C'est des esprits mères des plus puissants du règne végétal. On s'y connecte avec le café, le café et le chocolat dans le monde, je veux dire la conscience populaire, au règne végétal, comme les légumes qu'on va manger. Mais il faut bien prendre en compte que c'est des esprits. Dans le chamanisme, on parle d'esprit, de réalité non ordinaire. Et cette réalité non ordinaire, on va y faire face quand on va commencer à vouloir se dégager de l'influence de ces esprits. Quand on va arrêter de fumer le tabac, moi j'ai arrêté 8 fois, j'y ai fait face à tous ces esprits. Parce que j'avais la conscience de chaman, en ayant fait des voyages de rêve lucides, de faire face aux esprits des plantes. Le cannabis, j'ai fait face à cet esprit de la plante dans des rêves. Le tabac, pareil, j'ai fait face dans des rêves. C'était des symboles, c'était même des êtres dans le monde du rêve qui me parlaient. Donc j'ai fait un travail dessus avec la thérapie, mais aussi avec mon côté méditatif de yogi. Donc je m'en suis libéré du tabac. Maintenant, j'ai une forme de maîtrise sur cette plante. C'est pour ça que j'aide les autres à s'en libérer. J'ai une forme de maîtrise sur le cannabis, je ne l'utilise plus. Par contre, j'aide les personnes à s'en libérer avec grande facilité. J'ai des méthodes, des outils qui sont sans les plantes, qui sont avec les traditions indiennes, avec des traditions aussi traditions hébraïques, au travers les différents circuits traditionnels, et aussi au travers ces circuits de conscience. Donc, cette plante, le cannabis, qui emmène vers le circuit dit 5 de circuit corporel, c'est le circuit énergétique. Et ce circuit énergétique du 5, c'est de la conscience du corps énergétique. Donc, ce corps énergétique, avec le cannabis, j'ai été sensible, mais pas prêt à vivre en pleine conscience. Donc, ça m'a fait rentrer dans une période de phase de délire. J'étais à l'hôpital pour redescendre dans les circuits inférieurs. En fait, on voyage en permanence dans ces circuits. On monte. Quand on prend des plantes subtiles, on va monter sur un circuit supraterrestre, avec la facilité de la plante. À voir qu'on peut y aller avec la méditation, avec la prière, avec l'aide d'un thérapeute, avec l'aide d'un initié, ou d'une tradition. Pas besoin de prendre un objet, la tradition en soit un objet, mais je veux dire une plante. On peut y aller en toute humilité, on peut y aller avec un mode traditionnel. Ou sinon, on fait la boucle dans les circuits inférieurs. Les personnes qui ne veulent pas s'éveiller du système, souvent ceux qui acceptent de se suffire d'un peu que le système propose, sont bloqués dans ces phases-là. Quand on s'éveille, on va rentrer un peu en lutte face à ce système inférieur. On veut convaincre au bout d'un moment avec notre prise de conscience, on veut convaincre ceux d'en bas, du système d'en bas. Mais on n'y arrive pas. Au bout d'un moment, on lâche prise et puis on commence à monter un peu plus en conscience dans les systèmes supérieurs. Ça, c'est la voie de tout prophète initié qui monte en grade dans sa prise de conscience. Le circuit 5, socio-corporel, conscience énergétique, vous en parlerez mieux la prochaine fois. Là, je vais juste vous expliquer qu'on peut vivre cette sexualité du 4 avec le 5 en conscience de tantrisme. Moi, j'ai beaucoup pratiqué des pratiques de Mantak-Chia avec différents écrivains qui ont créé des livres sur la conscience de l'énergie sexuelle d'un point de vue taoïste. J'ai lu aussi des écrits et je me suis servi de ces livres au travers le Kriya Tantra, qui étudiais le Kriya Yoga, yoga de purification. Le Kriya Tantra, c'est une purification des mémoires, des corps subtils par l'énergie sexuelle dans le couple tantrique. Et ça va emmener, c'est ce couple alchimiste qui se sert de l'énergie sexuelle pour s'éveiller à une forme de conscience supérieure, à un être réalisé à l'intérieur de soi, cette pierre philosophale,
Et au lieu de faire un enfant physique sur Terre, on crée un enfant éthérique en soi et on s'éveille à une réalité spirituelle. Hein. Et je pense à des grands couples initiés comme ça, comme il y a eu Nicolas Flamel, Dame Pernelle, hein, à l'époque du Moyen-Âge. Mais je pense aussi à Mère et Sri Aurobindo. Hein, ils utilisaient leur énergie, ce potentiel de sexualité en conscience, hein, pour créer une grande œuvre qui existe toujours, mais qui n'a plus forcément la même énergie qu'à leur époque. Auroville, hein, je pense en Inde. Il y a eu différents comme ça couples alchimistes, hein, qui se sont éveillés à leur énergie sacrée. Et cette énergie sacrée est là pour faire des grandes choses, aider l'humanité, ceux qui sont autour d'eux en tout cas, à s'éveiller. Je regarde quand même si vous avez des choses à dire. Miam Miam, ok, il y a des drôles de personnages. Je vois pas qu'il y a certaines questions. Moi, je vous invite à poser des questions, hein, si vous en avez. Hein. C'est important qu'il y ait un échange. Sinon, je fais un monologue et je vous invite comme ça de vidéo en vidéo. On peut faire un dialogue. Ça, c'est intéressant, si vous voulez, pour moi, pour vous emmener un travail en conscience d'informations que je peux vous apporter, qu'il y a un dialogue qui s'installe. Hein, je vois certaines personnes qui reviennent poser des questions et c'est intéressant pour venir en parler. Non, je ne suis pas allé à Auroville. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été à Auroville. Comme je n'ai pas été en Inde physiquement, par contre, voilà, je vis différentes éveils de mes sens subtils. Je ne vais pas venir en parler, mais ça me sert dans ma vie tous les jours, en tout cas pour mon travail, aider les autres à se libérer et à voir clair quand on veut me faire des attaques subtiles, hein, ou quand on veut me manipuler dans un certain sens. Parce que je suis très gentil et ça m'a porté à défaut pendant beaucoup d'années. Et j'ai appris maintenant à m'armer face à ma gentillesse, à mon ouverture. Je n'ouvre plus forcément la porte à n'importe qui. Et je l'ouvre quand même. Hein. Mais je la referme très vite quand on me manque de respect ou quand on me manipule. Des potentiels agents de la matrice, des monsieur Smith face à moi. Ils me disent des choses, ils me font des choses, des personnes qui sont des fois un peu pris par leur vue inconsciente. Et voilà, je prends sur moi. Mais au bout d'un moment, je recale sèchement. Alors ça peut être très mal pris, souvent. J'ai un potentiel tranchant. Pascal l'a dit, hein, je suis la Maputo. Je tranche, c'est net. Et après, j'ai un feedback pas agréable sur la personne qui me tourne le dos et me parle plus. Mais j'ai appris à faire avec. J'ai appris à faire avec parce que voilà, c'est aussi ma destinée. C'est ma destinée, donc je parle de ma vie. C'est pas tout le temps agréable de faire face à ce destin. Mais c'est ma destinée, ça me permet d'avancer en réalité vers ce plein potentiel que je dois vivre et que je vis ici au Brésil, que je ne pouvais plus en vivre en France. Hein. Je tiens à vous signaler, personne ne le sait sur ce réseau, mais mon école de yoga a pris feu. Comme quoi, je ne pouvais plus, en tant qu'alchimiste opératif, apporter des enseignements en France. C'est ce qui arrive quand on dérange trop certaines entités qui ont plein pouvoir sur un collectif. Donc, je suis arrivé ici au Brésil. Apparemment, je peux faire des soins et apporter ma parole ici au Brésil. Comme Pascal, il a dû quitter l'Europe. Hein, il n'y retournera plus. Comme d'autres personnes ici du collectif ne retourneront plus en Europe. Je suis très heureux comme ça et il se passera ce qui se passera dans l'hémisphère nord. En tout cas, moi, je peux aider à distance. Hein, j'aide toujours à distance. Je vois des personnes qui se libèrent et d'ailleurs qui décident de réaliser leurs rêves enfin et qui les mis de côté. Et ils voient que c'est pas évident d'aller vers leur destinée. Hein. J'aide avec la numérologie hein, et en tout cas avec mon intuition et tout le chemin traditionnel qui m'a été transmis par ma famille et les différentes lignées qui m'aident voilà, subtilement. Et ce circuit socio-sexuel, hein, on peut vraiment s'en libérer hein, en faisant ce grand saut. Ce grand saut, c'est quoi? Eh ben, c'est faire confiance. Je vais reprendre Indiana Jones, moi j'adore cette image. Indiana Jones, je suis fan, hein, Retour vers le futur, Indiana Jones, il y a différents films comme ça, des trilogies qui m'ont beaucoup porté. Ça me permet de vous dire des choses rigolotes.
Au bout d'un moment, dans le 3, Indiana Jones, c'est avec son père. Je ne sais plus le nom de l'acteur. Sean Connery. Sean Connery, qui est le rôle du père d'Indiana, de Robert Redford. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, il est dans le temple, c'est dans le désert, je ne sais plus où. Et dans le désert, en fait, dans ce temple, pardon, il fait face d'ailleurs à plusieurs épreuves. Alors les premiers qui ne connaissent pas la tradition, ils sont occupés la tête nette. Puis il avance comme ça, et puis au bout d'un moment, il se retrouve face à... Waouh, c'est les abysses. Il est face à un saut qu'il doit faire. Et ce saut qu'il doit faire, c'est immense, c'est impossible. Donc là, il se souvient des enseignements de son père depuis qu'il est petit. Et son père, il n'a pas le choix, il doit recevoir la coupe du Graal avec l'élixir de longue vie qu'il y a dedans, parce qu'il va mourir. Il est à l'entrée du temple, il s'est pris une balle par un nazi. Voilà, Indiana, il n'a plus le choix, il doit prendre la bonne coupe pour ramener le Saint Graal pour faire boire son père, pour le faire survivre. Donc, il est face au gouffre. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Donc, il y va et il s'aperçoit qu'en fait, il a un pied dans le vide, mais retenu par un pont invisible. Et ce pont invisible, il décide d'aller au-delà. Ok, merci Pascal. Et ce pont invisible, il va au-delà et puis il va récupérer ce Graal. Et ce Graal, il ramène à son père, il le fait boire. Et c'est son père, il ressuscite grâce à ce pas de la foi. Je vous invite à faire ce pas de la foi, c'est ce grand saut, pour aller trouver ce Graal dans ce circuit de conscience supérieure, que je viendrai vous en parler la prochaine fois. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir suivi pour aujourd'hui. Je vais voir si vous avez des questions. Je te remercie Alain Renou. Merci beaucoup, je suis très heureux ici. Et même si j'ai des problèmes, ou des fois je ne suis pas tout le temps heureux, mais en tout cas je me sens à ma place. Je regarde s'il y a d'autres questions. Comment vous contacter si on veut se débarrasser de la sorcellerie? Donc je ne m'occupe pas de sorcellerie, mais en tout cas je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ouais. Il y a Pascal peut-être qui veut parler. Je branche le micro. Ouais, vas-y, Pascal, je vais passer. Bon, écoutez, je vous remercie à tous. On est un petit peu pris par le temps aujourd'hui parce qu'on a des tournages TV dans l'après-midi, donc on est un petit peu bousculé par le temps. Mais on reviendra avec le Lama reparler du circuit de conscience. Il y aura une troisième, encore deux émissions à ce sujet-là. Puis on le trouvera régulièrement pour faire le point sur les techniques énergétiques, sur l'accompagnement psychologique, notamment des gens qui nous retrouvent au Brésil. Et puis évidemment, pour ces circuits de conscience, c'est vraiment une émission qui sera récurrente au cours des semaines à venir. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci. Donc, pour tout contact, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse, c'est nicolasandré.soin@gmail.com. Alors, Nicolas André, je vais vous marquer là. Alors, tantôt. André. Okay. Voilà, vous pouvez me joindre sur ce mail, cette adresse mail. Pour plus d'échanges, en fait, on prendra rendez-vous à ce moment-là. Si vous posez des questions, je pourrai vous y répondre dans un échange par WhatsApp. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une belle journée à tous. Et puis, à bientôt pour le grand saut.